Allô, Maintenant, c'est bon. Voilà. ouais. On Bonjour s'en- on Roman. s'entend, ça va. Bonjour, bonjour. Désolé un peu de ce petit accident. Pas de problème, pas de problème. Il y a Donc, déjà du monde. Excellent. voilà, bon, permettez-moi juste bon, on va démarrer dans 3 minutes, à 17h 5 minutes, le temps que les autres nous reviennent, le Aucun temps que les problème. autres arrivent. Bien Voilà, sûr. voilà. Vous avez quelque chose à présenter, n'est-ce pas, j'imagine? Oui, oui, quelques slides. Donc, D'accord. est-ce que je peux partager mon écran déjà? Oui, je crois que c'est possible. Ouais, c'est D'accord, bon. c'est parfait. Je vous entends bien aussi, c'est parfait. Très Permettez-moi bien. juste de remercier notre public qui est, j'imagine, constitué de chefs d'entreprise. Voilà, donc, cher public, merci de nous avoir associés dans votre agenda, d'avoir pu libérer du temps pour assister à cet atelier qui s'inscrit dans le cadre du Digital Boost Programme, le Digital Boost Programme de Green Tech qui, grâce à des partenaires financiers comme l'AFD et Digital Africa, parviennent à aider des startups, des entreprises, des paiements africaines à vendre mieux et davantage grâce au digital. Voilà. Aujourd'hui, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir Roman Medvedev, qui est expert en développement business international. Roman, tu en parleras mieux que moi concernant ton profil. Je te laisse la Bien main. sûr. Merci Merci. beaucoup. Merci. Alors, je crois que je ne peux pas partager mon écran tout de même. Euh, Si tu changes des paramètres, je crois que ça pourra aller. C'est bon maintenant. Je vais essayer. Et, et c'est bon. Voilà. 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 Maintenant, je crois que ça marche. Donc, merci à tous d'être venus. On va parler d'un sujet qui est assez vaste, vous le comprenez mieux que moi. Et on n'a qu'une heure, donc j'essaierai d'être le plus précis possible. C'était un peu la consigne d'organisateur d'être le plus instructif possible. Donc, on fera tout. On fera tout dans les limites de temps qu'on a. Donc, d'abord, je parlerai un peu de moi. Je vois quelques participants que je connais personnellement. C'est l'honneur pour moi. Quelques autres, c'est notre première rencontre. Donc voilà, qui suis-je? Il y a plusieurs phases, je dirais. Je travaille surtout avec mon agence en Estonie, avec quelques collègues. On travaille pour des clients russes et européens qui souhaitent développer leurs activités en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe également. J'ai travaillé avec quelques startups. En fait, j'ai jamais travaillé dans les grands groupes, donc j'ai aucune idée comment c'est organisé dans les entreprises de plusieurs milliers de personnes. Par contre, des startups en France, en Russie et à l'international, y compris le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest, je les connais plutôt bien et j'y participe activement en ce moment aussi. Le management de produits digitaux, ça, c'est aussi une de mes spécialisations. Je conseille des startups dans ce domaine-là. Je ne suis pas informaticien, mais la plupart de mes activités ont été liées d'une manière ou d'une autre, voilà, à l'informatique et aux produits digitaux B2B et B2C, donc j'y connais un peu. Et puis oui, concernant les diplômes, il y avait un d'abord en Russie, en économie et gestion. Ensuite, j'ai travaillé pendant quelques années dans le conseil, dans le secteur réel en Russie. Puis, il y avait un autre en développement durable dans les pays en développement que j'ai eu au Clermont-Ferrand, et il y a 10 ans. C'est là-bas que j'ai découvert réellement, voilà, qu'est-ce que c'est le continent africain et qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce qu'il y a du potentiel. Et j'ai commencé à bâtir mon réseau depuis là-bas. Et puis, voilà, il y a encore en sciences religieuses. Je ne peux pas vous donner des raisons vraiment pratiques pourquoi je l'ai fait, mais bon, j'avais eu cette expérience à Paris aussi. Puis, voilà, le contenu de mon intervention aujourd'hui, on va passer par plusieurs sujets autour de cette thématique de développement international pour des PME, pour des startups.
D'abord, voilà, pourquoi le faire et à quel moment, faut-il penser à ça? Et voilà, quand commencer ce processus? Quelques voies de croissance, qui peuvent sembler évidents, mais il y a toujours des moments, qui viennent uniquement avec de l'expérience et qui, voilà, aussi simple que ça, ça vient uniquement voilà, quand vous faites des erreurs vous-même. Donc, vaut mieux le partager avant de les faire. Donc voilà, on parlera de quelques voies de développement comme e-commerce, création, voilà, expansion directe, création de branches, de filiales, des partenariats divers et variés, et puis voilà, le développement via une franchise. Des relations avec des investisseurs, ça peut être au sujet d'une autre intervention de quelques heures, mais on essaierait d'en parler pendant quelques minutes aujourd'hui pour juste vous donner quelques bases qui, voilà, encore une fois, peuvent sembler évidentes, mais ne sont pas toujours respectées par toutes les startups que j'ai croisées. Euh, voilà. Puis, il y a quelques consignes, comment faire des présentations pour des investisseurs, comment faire des pitchs pour des accélérateurs, etc. Ça peut être, encore une fois, un sujet à part, mais on en parlera encore pendant quelques minutes. Et puis, la création de holding, c'est un sujet voilà, que j'ai rencontré d'une façon tout à fait pratique pendant ces dernières années, au moins 5, 7 fois. Euh, j'ai fait quelques erreurs moi-même, donc j'essaierai de vous prévenir et de vous donner quelques conseils comment le faire d'une manière la plus simple et la moins chère aussi. Voilà, donc on commence par des raisons pourquoi des PME, des startups du secteur digital ou pas commencent à réfléchir à la diversification, l'expansion de nouveaux marchés. Le plus souvent, à vrai dire, c'est lié à la question de l'argent, c'est simple. Donc, votre marché interne, vous êtes le leader ou bien vous êtes le leader de votre niche ou bien vous comprenez que votre troisième place dans votre marché, c'est tout ce que vous pouvez faire chez vous. Par contre, chez vos voisins ou dans d'autres pays que vous connaissez, ou plus ou moins, il existe cette niche et il existe plus d'espace, oui, plus d'espace pour la croissance de votre produit, de votre service. C'est une des premières raisons. Ensuite, des fois, vous savez, vous avez vu lors de vos voyages, lors de vos échanges avec des partenaires, lors d'expositions, etc., qu'il existe certaines niches qui soit n'existent pas pour des raisons culturelles, législatives ou autres dans votre pays d'origine, dans le pays d'origine de votre société, soit sont déjà occupées par des acteurs plus grands et plus forts que vous, mais par contre, dans un autre marché, dans d'autres pays, ça existe toujours et ça peut être un bon cible pour vous avec peu de changements, peu d'adaptation dans votre produit. Et puis, tout simplement, j'ai vu ça moi-même, tout va bien des fois, votre entreprise est profitable, voilà, mais vous avez besoin de challenge, tout simplement. C'est une raison un peu sentimentale, mais elle est valable dans plusieurs cas. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai vu ça plusieurs fois. Quand ce raisonnement psychologique, ça pousse des entreprises à chercher à grandir, à chercher leur fortune ailleurs. Voilà. Puis, quel est le bon moment? Cette question, elle n'est pas aussi évidente que ça. J'ai entendu ça plusieurs fois, que voilà, à tout moment, il y a toujours des possibilités. Oui, au niveau personnel, c'est ça. Par contre, pour votre société, des fois, elle n'est pas encore prête. Des fois, votre produit n'est pas encore mature. Des fois, les processus que vous avez mis en place n'ont pas encore été, ne sont pas encore aussi sophistiqués qu'il le faut pour les mettre à l'échelle et pour les copier-coller ailleurs.
Des fois, ce n'est pas encore l'optimum à tous les niveaux, donc il y a des choses, à améliorer. Euh, Puis, il y a encore, voilà, il y a encore un problème qu'il faut d'abord bien tester le modèle sur le marché que vous connaissez. En fait, mon chemin entrepreneurial, ça a commencé en France, qui était un pays tout à fait étranger pour moi. Et j'ai bien compris assez rapidement que si je peux faire quelque chose là-bas, j'aurais pu le faire avec beaucoup plus de facilité d'abord voilà, sur le marché de mon pays d'origine, la Russie, dans mon cas. Donc, quand vous connaissez bien l'environnement, quand vous avez votre réseau, quand il n'y a pas de question non seulement de la langue, mais aussi de perception de votre entreprise, de votre produit, parce que vous le savez bien, ce n'est pas uniquement la question je sais pas, de relations entre pays, de colonialisme, de quoi que ce soit, juste un produit ou un service qui vient visiblement de l'étranger, il n'est pas perçu de la même manière, il n'est pas, voilà, les portes ne sont pas aussi ouvertes que pour le produit ou le service local. Ensuite, une autre chose, ce qu'il faut d'abord tester, si vous savez ce que je viens de mentionner, un peu copier-coller le modèle. Donc, au moins, si vous êtes opérationnel dans une ville, essayez de le faire dans une autre ville, dans votre pays, ou bien dans le pays voisin qui n'est pas un pays, qui n'est pas un marché complètement étranger pour vous. Parce que, encore une fois, si vous ciblez un marché assez lointain, assez différent du vôtre. Par exemple, même si votre entreprise est dans un des pays du droit OHADA, il vaut mieux commencer par d'autres pays de cet espace, par exemple. Donc, comme j'ai dit, des marchés vraiment étrangers, ça peut compliquer beaucoup de choses. Il vaut mieux éviter ces complications, au moins au tout début de votre voyage, je dirais, de votre chemin. Et puis, bien sûr, c'est pas que vous avez entendu parler que, je ne sais pas dans quel pays, il y a du marché pour vous, il n'y a pas de produit comme le vôtre. Il se peut que le produit comme le vôtre, voilà, tout le monde s'en fout, personne ne veut un produit, un service qui rencontre une certaine demande dans votre pays. Voilà, c'est tout à fait possible que les réalités de leur marché demandent simplement d'autres services et produits, et ces services et produits sont soit déjà présents sur place, soit vous pouvez adapter le vôtre pour correspondre à, à leurs attentes. Donc voilà, faut bien être sûr que le client cible, il existe également. Ensuite, la question assez fréquente, voilà, par quoi commencer? Je viens déjà de mentionner qu'il peut être sage de commencer par quelque chose de proche culturellement, économiquement, à votre marché d'origine. Donc, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a il y a certaines exceptions aussi. Mais dans tous les cas, il faut bien identifier les besoins du marché cible. Ce n'est pas, comme j'ai dit, que vous sentez que voilà, qu'il peut exister une certaine demande. Il faut vraiment une certaine certitude, il faut des études du marché profond, il faut soit de vous y rendre vous-même, soit d'avoir des liens assez proches avec des gens qui sont présents sur place et qui sont actifs plus ou moins dans ce secteur, au moins qui connaissent ce secteur. Euh, voilà, et il faut être sûr que les clients, voilà, le client que vous ciblez, il est il peut payer et il est volontaire à payer pour le service que vous lui proposez, pour le service ou produit que vous lui proposez. C'est également important, des fois, il n'y a juste pas de culture de paiement. Ce que je veux dire, par exemple, il y a certaines applications mobiles qui sont, voilà, qui sont rentables grâce aux souscriptions premium, par exemple. Et ce ne sont pas tous les pays
qui sont parfaitement, voilà, dont la population est parfaitement volontaire à payer, qui est prête à payer et qu'elle sait qu'elle peut payer pour des services premium de ces applications. Donc, peut-être il faut trouver un autre moyen de monétiser le produit. Puis ne pas commencer par le marché le plus important, ça, je l'ai appris moi-même avec un de mes clients, parce que quand votre processus n'est pas encore parfait, et même pas proche, ce qu'on peut appeler parfait, c'est pas le moment de cibler ce qui est le plus important parce que l'erreur coûte cher et vaut mieux essayer rendre, voilà, cette erreur le moins chère possible. Heu, Ensuite, donc il faut, regarder la concurrence, c'est sûr, mais il ne faut pas avoir peur de cette concurrence, parce que parfois, quand il n'y a pas de concurrent, c'est pas une belle chose. Ce que, la population, parfois, elle se rend pas compte que ce service, il a une certaine valeur, que voilà, que votre client, il sait pas encore qu'il a besoin de vous. Donc, vaut mieux parfois, d'avoir déjà des clients qui ne sont pas satisfaits par vos concurrents et qui viendront chez vous avec beaucoup plus de bonne volonté que si c'est à vous de les sensibiliser, voilà, de payer non seulement des coûts marketing, mais aussi des coûts de sensibilisation qui, des fois, coûtent cher et qui peuvent prendre plusieurs années. Euh, il y a plusieurs exemples. Si on parle de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, des problèmes que rencontrent euh, certaines applications mobiles du type Uber, Bolt à Dakar. Vous le connaissez beaucoup mieux que moi. C'est un pays de taxi traditionnel, de taxi jaune, et toute digitalisation, toute ubérisation, elle rencontre des gros soucis. Mais c'est juste un des exemples, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ensuite, je sais que vos profils sont parfois totalement différents. Vos entreprises font des choses qui n'ont rien à voir l'une avec les autres. Donc, et bien évidemment, il faut s'adapter. On ne fait pas de la même manière si on, je sais pas, produit des chaussures artisanales et si on a une application de livraison à domicile. Bien évidemment, des approches n'ont rien à voir aussi les uns avec les autres. Par contre, il peut y avoir quelques similitudes. Déjà, il y a toujours certaines étapes comme voilà, la production, le stockage, la vente, la livraison, pour des services digitaux aussi, juste d'une manière un peu différente. Voilà, la production devient le développement, le stockage, le hosting, etc. L'hébergement, je veux dire. Et la vente, elle se passe aussi des fois en ligne, des fois elle peut être physique pour des biens digitaux également. Donc, il y a certaines similarités et c'est pour ça que le partage d'expérience entre des industries qui sont parfois un peu, voilà, euh, qui vient de secteurs complètement différents, ça peut aussi avoir du sens et avoir une certaine valeur. Par exemple, l'approche digitale aux ventes de biens physiques, c'est un des exemples de ces intersections. Donc, je parle de l'e-commerce, je parle de marketplace. Vous savez bien que des biens digitaux peuvent aussi bien se vendre sur des marketplaces. Je parle de développement et de la promotion de votre site Internet, etc. Ou encore, si vous développez des partenariats, si votre entreprise veut grandir via des partenariats, ça peut également, même si vous êtes complètement dans le secteur réel, une bonne approche digitale, une bonne stratégie digitale, ça peut aussi avoir une très grande valeur. Voilà, on va parler de quelques voies de croissance principales.
dont le passage par des tiers de confiance. Ça peut être des marketplaces, ça peut être aussi des grands groupes qui ont besoin de services comme le vôtre et qui peuvent être intéressés, non pas nécessairement par l'achat de votre startup, mais également par l'investissement. Ça peut être, pour certains cas, ça peut marcher sans trop de problèmes. Vous ciblez tout simplement votre communication et vos pubs sur un marché différent. Et ensuite, voilà, vous commencez à gérer une nouvelle clientèle. Mais bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça dans plusieurs cas. La création de branches, c'est aussi une des approches assez fréquentes quand vous avez besoin de filiales sur place, de représentants. Des partenariats, c'est un peu, voilà, en quoi je suis spécialisé, sur quoi je travaille depuis ces quelques dernières années principalement. Donc, c'est une autre manière de grandir à l'international avec, pas toujours, moins de coûts initiaux, mais tout de même avec, beaucoup, moins de problèmes à long terme, des fois. Et puis, oui, développement des franchises, j'en parlerai brièvement aussi. À quoi ça peut servir et quand ça peut marcher. Donc d'abord, vous savez bien, que e-commerce et marketplace, c'est parfois une solution clé, pour le développement de vos ventes, même sur votre marché d'origine, comme je l'appelle. Mais également, c'est une des voies les plus simples, pour des biens physiques surtout, de gagner de nouveaux marchés. Donc il y a des marketplaces de plusieurs niveaux. Quand vous pensez aux ventes à l'international via un marketplace, ça ne veut pas nécessairement dire Amazon aux États-Unis, certainement. Mais donc tout dépend de clients que vous ciblez, tout dépend de biens que vous produisez et tout dépend aussi de montants que vous êtes prêt à dépenser dès le début, puisque le le plus bas est ce niveau, donc le niveau national, régional, global, et le moins cher d'habitude, ça coûte d'y être présent et de développer cette présence. Donc le bon positionnement, ce que je veux dire, ce que ce marketplace, bien évidemment, il y a des certains, il y a des certains avantages. Ça vous donne un accès à une clientèle qui est déjà en quelque sorte attirée et payée par cette marketplace. Par contre, vous avez aussi des concurrents que vous n'avez pas encore croisés sur votre marché d'origine. Donc, le bon positionnement, c'est aussi vraiment une valeur clé pour ce développement. Et puis, il y a plusieurs barrières aussi d'entrée. Ça peut être, pour des États-Unis, des barrières, en quelque sorte douanières. Donc, faut trouver un agent qui va importer vos biens. En Europe, c'est souvent la même chose. En Afrique, ça peut être, des barrières un peu logistiques. Quand vous le savez bien, des fois, livrer quelque chose depuis la France, ça marche mieux que de livrer d'un pays africain à l'autre. Ça peut coûter moins cher et ça peut prendre moins de temps. Donc, c'est une autre problématique que vous rencontrerez sans doute et qu'il faudra gérer. Encore une chose que je voudrais ajouter quant au site e-commerce, la qualité, elle n'est pas aussi coûteuse qu'on peut croire, mais en même temps, elle vaut beaucoup. Euh, J'oserais le dire, je l'ai entendu plusieurs fois quand quelque chose, vous savez, quand quelque chose marche pas trop, quand quelque chose est un peu bizarre sur un système e-commerce, sur une place de marché en ligne. It's Africa, c'est l'Afrique, mais c'est une très mauvaise excuse vraiment. Et je connais moi-même des dizaines de développeurs et d'agences africaines qui, pour des prix vraiment très, très modestes, peuvent faire des choses très bien. Donc, la qualité,
c'est une chose qui coûte pas cher, mais qui apporte beaucoup, qui vous fait ne pas perdre des clients, ce qui est le plus important. Concernant l'expansion directe, comme j'ai dit, le premier pas ici, c'est déjà de bien comprendre si vous en avez besoin, de créer des filiales et des branches dans d'autres pays. Ensuite, si vous pouvez vous passer de ça, vaut mieux le faire parce que ça vous permettra tout de suite d'éviter à répondre à plusieurs questions. Hem, Ensuite, bien mesurer vos forces. Ce que je veux dire ici, c'est comme j'ai dit, de ne pas cibler le marché le plus grand dès le début. Si vous savez que prenez n'importe quel secteur, vous regardez des analyses, des statistiques. Allez, les États-Unis, c'est le plus grand marché dans ce secteur-là. Ça ne veut pas dire qu'il vous faut y aller tout de suite. Vaut mieux commencer par quelque autre chose. Bien que là-bas, certes, il y a parfois la diaspora qui peut vous aider, il y a le mouvement BLM, etc. Vaut mieux commencer par quelque autre chose, vaut mieux apprendre, euh, vaut mieux que vos erreurs vous coûtent le moins cher possible, comme j'ai dit. Puis oui, il y a des questions juridiques, il y a des questions fiscales auxquelles il faudra répondre. Et quand je dis il faudra répondre, ça veut dire que ça vous fera des certaines dépenses additionnelles. Et puis, quant à la gestion de vos employés à distance, on peut croire que tout le monde maintenant sait faire ça avec la Covid et compagnie, mais tout de même, c'est une chose quand vous rencontrez vos employés, même une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, et c'est une autre chose quand vous les avez jamais vus physiquement et il faut gérer tout à distance. Et dans ce cas-là, pour moi, ce qui apporte le résultat, c'est le manager, le responsable qui sera sur place et qui pourra voilà, faire ça, les rencontrer une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Parce que ce sera sa responsabilité et si vous trouvez une personne à qui vous pouvez faire confiance, ça vous apportera des résultats sans doute. Ensuite, des partenariats, c'est un peu mon sujet préféré et je crois que le continent africain, surtout l'Afrique subsaharienne, c'est vraiment une région où on peut euh, grandir avec des bons partenariats le plus rapidement possible. Des gens, je veux dire des entrepreneurs et même des fonds d'investissement sont beaucoup plus ouverts qu'ailleurs et sont intéressés par plusieurs idées. Donc, si votre idée est bonne, si elle est testée sur votre marché d'origine, si vous avez montré déjà quelques résultats, mais personne ne va vous refuser, il y aura un certain intérêt un peu de partout et ce sera à vous de choisir les bons partenaires. Donc, quand je dis où faut-il chercher ces partenaires-là, ça veut dire bien sûr, il y a votre réseau, il y a certaines listes d'entreprises qui peuvent être des bons partenaires qui, qui peuvent être vos cibles. Il y a également tout simplement LinkedIn. Vous créez en quelque sorte le profil d'une personne qu'il vous faut et vous cherchez des profils qui correspondent à vos critères. Et ensuite, je peux vous garantir que quelques dizaines de pourcents de personnes vont vous répondre et des réponses seront souvent bienveillantes et il y aura des discussions assez constructives. Mais oui, comme j'ai dit, il faut d'abord vendre le partenariat à ces personnes-là, c'est-à-dire bien montrer qu'est-ce que vous proposez. Ne pas demander, mais d'abord donner avant de recevoir. Ça, c'est une faute assez grave et elle est commise assez souvent, malheureusement, quand vous croyez que votre entreprise est déjà connue ailleurs, alors qu'elle n'est pas, ou que votre service est aussi évident voilà, qu'il n'est pas. Donc, le choix des partenaires, c'est vraiment
ultra important parce que il deviendra en quelque sorte votre cofondateur dans ce pays, même si d'une manière purement juridique, ce ne sera pas le cas, c'est juste un contrat de partenariat ou un contrat de prestation, d'agence, etc. Euh, il sera le cofondateur, il sera votre représentant dans le pays, il sera même s'il est juste le revendeur de votre produit, c'est lui qui co-créera avec vous l'image de marque. Ce n'est pas vous seul, tout simplement. Ensuite, le partage de dépenses et de revenus, pour moi, c'est une question clé aussi, parce que l'intérêt, il n'est pas basé uniquement sur, comme vous le devinez, sur la sympathie, sur l'intérêt que le partenaire potentiel porte à votre produit, votre service. C'est basé aussi sur la question d'argent. Donc, lui, il doit bien comprendre que ses responsabilités, ses dépenses seront bien compensées, que c'est purement correct. Il n'est pas votre employé non plus, donc vous ne pouvez pas demander les mêmes choses. Donc, des fois, ces revenus ne seront pas garantis avec vous. Donc, il prend des risques, vous prenez des risques, et donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et ensuite, ce n'est pas juste de signer ce partenaire, il faut travailler avec lui comme avec un cofondateur euh, pendant toute la durée de votre partenariat et dans l'idéal, ça prendra plusieurs années. Et c'est-à-dire qu'il doit être aussi informé que possible, il doit être certain de vous. Ça, c'est un problème dans plusieurs partenariats quand l'entreprise mère, si vous voulez, voilà, elle ne propose pas assez de support, elle n'est pas assez transparente, parfois elle est à blâmer, mais elle essaie de rendre le partenaire responsable, etc. Donc, c'est une chose à éviter, sinon ça peut vous coûter cher, encore une fois. Concernant le diaspora, juste deux mots. Bien évidemment, c'est une manière assez pratique de rentrer surtout sur le marché européen et américain. Mais il y a également quelques limites. Il faut bien se rendre compte que, bien sûr, vos amis, vos ex-compatriotes vont vous aider à première étape. C'est bien de bâtir le réseau parce que, voilà, la confiance, elle se crée d'abord entre des gens qui sont proches d'une manière ou d'une autre. La proximité culturelle, c'est bien, ça marche bien aussi. Mais en même temps, ça va définir également votre image de marque. Et des fois, c'est très compliqué de rompre ce cercle un peu vicieux, puisque en rentrant sur le marché via la diaspora, voilà, parfois vous ne pouvez pas vous en sortir. Vos ventes sont limitées à ces mêmes gens et leurs amis, leur famille. Et ce n'est pas du tout votre but, je suppose. Concernant la franchise, c'est un des modèles que j'aime beaucoup également et qui a énormément de potentiel. Vous savez bien qu'il y a plein de marketplaces de franchises aux États-Unis, en Europe, de l'Ouest, de l'Est, en Russie également, il y en a plein. Ce modèle, c'est très répandu. En Afrique, c'est juste ses débuts, j'y crois vraiment. Donc, le principe de base, comme vous le savez, il y a une entreprise, le franchiseur qui a une certaine marque, qui a un certain produit ou un service. Ça peut être une chaîne de restaurant, ça peut être un produit informatique, ça peut être une société de taxi, tout ce que vous voulez. Et ensuite, donc, il y a le représentant local qui aura le droit d'utiliser cette image de marque et de suivre un certain chemin qui est défini par le franchiseur, qui doit proposer au franchisé également tout le support possible et qui doit lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, tout simplement, qui doit lui montrer ça étape par étape et le supporter à toutes ces étapes. Mais ce qui est très important ici, ce que la marque, des fois, c'est ça qui
qui a le plus de valeur dans l'offre de franchise. Et quand votre marque elle est toute nouvelle, c'est un peu difficile de vendre ça. Donc, par exemple, vous savez bien qu'à l'international, même des chaînes comme McDonald's, c'est le plus souvent la franchise. Donc, tout ce qu'ils achètent vraiment en tant que franchise, c'est principalement ce nombre de marques qui va attirer déjà le client. Donc, si le client ne connaît pas votre marque, il faut mettre en avant ce que vous avez déjà, donc le produit, le service, le succès sur le marché initial, etc. Ça, c'est aussi la question de coût et de responsabilité, comme je viens de le mentionner en parlant de partenariat en général. Euh, c'est évident que des dépenses et des revenus doivent bien correspondre à ce que, à ce que à ce que vous supportez vous-même, à ce qui est pris en charge par vos employés ou par les employés de votre partenaire, dans ce cas-là, de votre franchisé. Et donc, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et donc, voilà quelques conditions vraiment de base à respecter qui malheureusement sont pas toujours respectées. D'abord, c'est voilà, de vous mettre à la place du franchisé potentiel, c'est-à-dire est-ce que vous-même, vous êtes prête à acheter, à payer ce prix et à partager vos revenus de manière proposée pour le produit voilà, pour le produit en question ou pour le service en question. Euh, si vous hésitez, si vous demandez à vos amis juste en tant qu'une question parfaitement abstraite qui n'a rien à voir avec vous et ils hésitent, alors il faut réfléchir et il faut un peu modifier peut-être vos conditions de franchise que vous proposez. Ne pas surestimer votre vraie valeur, ça c'est aussi un problème énorme. Il y a, surtout dans des pays où le modèle de franchise est déjà très répandu, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à travailler dans un ou deux endroits par eux-mêmes et tout de suite, ils commencent à vendre la franchise en demandant le paiement initial, je ne sais pas, de 10 000 € plus. Euh, et bien sûr, il y aura après, juste après le lancement, il y aura le partage de revenus, etc. C'est juste le paiement tout à fait initial pour le droit d'utiliser leur marque. Mais ils ne se rendent pas compte que leur marque est connue par 100 personnes et non pas par 100 000 personnes. Donc, la valeur de leur marque n'est pas du tout ce qu'ils disent. Et souvent, c'est eux-mêmes qui doivent payer un petit peu pour que quelqu'un accepte leur offre de franchise. Donc, ça, c'est aussi une question de modestie, en quelque sorte, euh, qui, qui doit être mise en avant ici. Et puis, la même chose pour le point suivant, il faut offrir assez. Donc, pour le prix que vous proposez, vous devez offrir assez de produits, assez de supports, assez de clientèle surtout, parce que c'est les clientèles qui coûtent le plus cher ici. Quand je dis que c'est le nombre de marques, le brand qui est la partie principale achetée via le contrat de franchise, le nombre de marques, ça veut dire le client attiré par ce nombre de marques. Juste ça. Voilà. Euh, on va ensuite passer vers un autre sujet. Comme je dis, c'est un sujet aussi vaste et profond que possible également. Donc, on va juste parler de quelques bases. Donc, à quel moment faut-il chercher un investisseur? C'est une question qui n'a pas de réponse évidente, je vous dirai la vérité. Mais il y a des questions qui le supportent en quelque sorte, qui aident à répondre. C'est-à-dire, si vous pouvez grandir sans investisseur, et si c'est vraiment faisable, des fois, vaut mieux essayer de continuer avec ce bootstrapping le plus longtemps possible. Parce que, évidemment, l'investissement, ce n'est pas que des bénéfices, c'est aussi des personnes ou des sociétés qui vont influencer vos décisions et au bout d'un moment, des fois, elles peuvent prendre des décisions pour vous. Si vous voulez ça ou pas, c'est à vous de décider.
Ensuite, la question qu'il ne faut pas oublier, est-ce que vous pouvez, si vous pouvez pas grandir sans, est-ce que vous pouvez grandir avec? Des fois, ce n'est pas la question de l'argent, c'est le business model qui n'est pas tout à fait à son optimum et qui peut par conséquent être optimisé sans trop de dépenses. Euh, des fois, c'est juste le cycle de vie de votre produit, de votre entreprise qui ne permet pas de grandir et non pas le manque d'argent, etc. Donc, comme j'ai dit, il faut bien comprendre à quoi ça sert. Par cela, je veux dire, enfin, ça peut être évident, on prend de l'argent, on paye de la pub, et voilà, ça marche. Euh, Pas aussi évident que ça. Il faut bien comprendre quelles seront les dépenses. Parfois, quand on dépense plus, on gagne plus de clientèle, par exemple, et il y aura des certains coûts qui sont liés à ce nombre de clients supplémentaires qui ne sont pas prises en compte. Donc, vous avez peut-être besoin pas de montant X, mais de montant X plus Y. Ça peut arriver aussi. Donc, et aussi, bien comprendre à quoi ça sert, ça veut dire que l'investisseur, il ne vous apporte pas que l'argent. Donc, des fois, vous pouvez trouver plusieurs offres sur le marché, certes, plusieurs fonds d'investissement qui sont intéressés par vous, par votre société. Dans certains cas, l'argent qu'ils proposent coûte moins cher. Par contre, le réseau de partenaires et le réseau d'entreprises auxquelles ils ont déjà investi est beaucoup inférieur dans ces cas de cet argent peu cher. Donc, vaut mieux trouver l'équilibre entre voilà, les trois choses, l'argent, le conseil qu'ils peuvent vous donner, parce que voilà, parfois, ils ont des vrais experts, souvent dans votre domaine, et des partenariats qu'ils peuvent vous aider à lier. Et puis, finalement, oui, votre société, est-ce qu'elle coûte déjà assez? Parce que des fois, vous avez besoin, c'est sûr, d'1 million d'euros pour gagner un tel ou tel marché, mais votre société, elle coûte juste 2 millions. Donc, c'est peut-être pas un très bon moment de lever des fonds avec ce genre d'évaluation. Donc, peut-être il vaut mieux faire tout pour, voilà, pour augmenter cette évaluation initiale, ce qui, des fois, c'est pas aussi compliqué que ça vous prendra pas des années. C'est juste que il faut que ça devienne votre objectif et vous faisiez des pas très précis vers cet objectif. Puis, une question demandée assez souvent, comment trouver un investisseur? Certains d'entre vous le savent déjà aussi bien que moi, ils ont bien levé des fonds. Heu, Lors de vos premiers pas entrepreneuriaux, oui, votre cercle des gens les plus proches, vos amis, votre famille, des fois ça vous coûte le moins cher et c'est le plus intéressant et des fois, c'est même le seul moyen de lever des fonds. Par contre, ici, la question souvent est: qu'est-ce que vous offrez en échange? Certains peuvent vous avez peut-être des amis qui peuvent tout simplement vous prêter le montant dont vous avez besoin. Des fois, ils veulent devenir des vrais investisseurs et avoir, je ne sais pas, 5, 3, 0,5, 10 de votre société. Et là, il faut faire un peu attention parce que au bout d'un moment, d'abord, ça vous coûte rien, c'est pas prêté, c'est juste, quelques pourcents de votre société, qui coûtent pas grand-chose pour l'instant, que vous avez donné à cette personne que vous connaissez déjà, donc tout va bien. Par contre, au bout d'un moment, cette personne peut, voilà, commencer à influencer, des décisions que vous prenez, ou essayer de les influencer. Parfois, j'ai même rencontré ça, voilà, en vraie vie, c'est un vrai exemple. Euh, la présence de de certains shareholders, de certaines personnes qui ont juste un petit pourcentage dans votre société, peut euh, influencer d'une manière tout à fait négative l'évaluation de votre société. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que votre ami qui est entrepreneur lui-même, qu'est-ce qu'il va faire dans 3 ans. Peut-être que vous associez avec son nom
peut influencer votre marque aussi et peut influencer des prochains tours de table, des levées de fonds dans quelques années. Donc, on ne le sait pas, donc c'est un risque qu'on ne peut pas tout à fait gérer. Donc, des fois, comme j'ai dit, rendre l'argent, c'est mieux que s'associer à cette personne pour plusieurs années. Puis, quand je parle de Top en Afrique, vous savez mieux que moi aussi. Emmanuel lui-même, il fait beaucoup pour ça, pour montrer que les situations, elles changent assez rapidement pendant ces dernières années. Il y a de plus en plus de fonds d'investissement, de VC et d'autres qui proposent, qui proposent le financement et le support aux startups africaines, un peu de tous les niveaux, à toutes les étapes. Et je suis en contact avec plusieurs d'entre eux et je peux vous dire que des fois, ils souffrent parce qu'ils sont bombardés par des demandes de financement assez bizarres, qui sont mal formulées, où le produit n'existe pas, où il existe d'une manière que voilà qu'on aimerait oublier tout de suite. Et si vous leur montrez un produit, un service ou une entreprise qui fonctionne, qui de plus parfois est profitable, mais c'est ce qu'il leur faut. Ils ne vont pas vous refuser juste parce que voilà, vous n'êtes pas amis avec eux. Une personne qui n'a rien à voir avec ce milieu, c'est déjà la vérité, peut venir avec un vrai projet, peut montrer qu'il y a une équipe qui peut faire ça, ça et ça, que vous avez besoin de tel et tel montant, que vous avez déjà prouvé cette hypothèse, euh, et ça peut marcher, ça peut marcher. Certainement, l'argent et l'investissement coûtent plus cher en ce moment en Afrique subsaharienne. Ça coûte toujours plus cher qu'en Europe, par exemple, mais c'est tout de même accessible. Donc, tout est réaliste. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, j'ai déjà parlé un peu de ça, donc il faut bien définir ce que vous cherchez et il faut trouver un très bon équilibre entre l'argent que l'investisseur vous apporte, son réseau. Donc, si c'est quelqu'un spécialisé non seulement par exemple, en investissement dans des startups digitaux en Afrique de l'Ouest, mais également dans certains secteurs, par exemple. Ou bien il a des investissements complémentaires aux vôtres qui peuvent créer d'excellents partenariats. Ou bien des cofondateurs de ce VC ont lancé eux-mêmes, il y a quelques années, bien sûr, des startups un peu similaires aux vôtres. Donc, ils peuvent vous conseiller du côté produit, du côté marché, etc. Et puis, voilà, la question clé, ce que j'ai appris également de ces fonds d'investissement, souvent ils se plaignent de ça, c'est vraiment des demandes qui viennent d'une manière complètement informelle, comme message sur LinkedIn: «Salut, j'ai un projet tel, tel et tel, donne-moi tel montant». Ce ne sera même pas non, ce sera ignoré, et bien sûr, et ils auront raison. Par contre, si vous, de votre côté, vous préparez des choses bien, vous préparez des présentations qui ciblent ce fonds d'investissement, par exemple, précisément, ou bien vous préparez plusieurs présentations, juste le premier pitch deck que vous partagez avec eux pour, on peut les accrocher. Ensuite, un pitch deck que vous préparez pour le pitch en tant que tel, pour la présentation orale, et puis un business plan qui propose tous les chiffres et qui propose tout ce qui est derrière, tout le modèle qui est derrière vos slides. Alors, ça va marcher. Et si de plus vous communiquez bien, même sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, et d'une manière que voilà, le plus de monde possible sache que vous levez des fonds, que vous êtes intéressé par ça, que vous êtes intéressé par l'expansion, alors vous aurez du succès, 90%. Alors, donc, quelques mauvais conseils, je me permettrai, parce que moi-même, dans mon inbox et dans mes mails, j'ai plusieurs demandes, je dirais, d'aider avec le levée de fonds, etc. Et des fois, je vois des pitchs
mais horriblissime, à vrai dire. Il y a certains bijoux, bien sûr, mais la moitié n'est pas très bonne. Déjà, la question du style, ça, encore une fois, ça vous coûte rien, mais ça vous apporte énormément. Donc, juste la police toute petite, y on voit que c'est pas nettoyé, il y a pas d'espace blanc, c'est juste illisible. Voilà, donc si c'est illisible, s'il faut faire des efforts pour comprendre ce que vous voulez dire, alors personne ne va le faire. Parce que, comme j'ai dit, certes, l'investisseur, il est aussi intéressé par trouver et par de travailler avec, des entreprises, bien, avec des projets qui seront profitables, mais il ne veut pas faire des efforts dès le tout début. Le style incompatible avec le projet, j'ai vu ça, oui, il faut bien comprendre que, voilà, la bière artisanale, la livraison à domicile et les pompes funèbres, c'est pas la même police, c'est pas le même style, ce sont pas les mêmes couleurs et pas les mêmes images surtout. Bien sûr, les images, que vous trouvez sur Google, des fois ça correspond un peu à tout, mais quand même faut essayer d'être d'être raisonnable ici. Le contenu, pas de structure, oui, des fois ça commence à parler d'une chose, ça saute vers une autre, ou ça revient vers par où ça a commencé. Donc encore une fois, si le lecteur, le destinataire de cette présentation, de ce pitch deck, il doit faire des efforts, je peux vous garantir quasiment qu'il ne les fera pas et donc c'est un vain. Vous, vous perdez votre temps, vous perdez leur temps également. Si ça ne parle pas de vous-même, donc le projet il peut être génial, mais je veux être certain que vous, votre équipe, c'est-à-dire votre équipe, pas nécessairement vous-même en tant que personne, euh, qu'elle peut le faire. Voilà. Ça ne dit pas vraiment qu'est-ce qui est déjà fait parce que vos résultats, même dans d'autres projets, si dans d'autres projets vous avez eu un tel chiffre d'affaires, une telle croissance, un tel exit avec succès d'une telle startup ou voilà, tout résultat, il est précieux, mais surtout si le résultat est lié au projet que vous développez déjà, on parle de la croissance à l'international, on espère que vous avez déjà de certains résultats sur votre marché d'origine, donc bien montrer ces résultats et bien montrer que ça ne vous a pas coûté autant, donc l'investissement initial était petit, la rentabilité est très considérable, etc. Donc voilà, ça attire énormément. Et puis, ne dis pas pourquoi vous cherchez de l'argent parce que, heu, évidemment, voilà, on a bien compris que votre équipe est très compétente, le projet, il est très profitable. Maintenant, vous avez juste besoin d'un peu d'argent pour la croissance. Ça veut dire quoi la croissance déjà? Voilà, c'est pas évident, c'est pas évident, où vous voulez grandir, pourquoi là-bas, comment vous voulez le faire? Est-ce que vous comprenez comment vous allez dépenser, ce montant? Est-ce que ce montant est suffisant? Et cetera. Et puis, l'évaluation, c'est c'est aussi vraiment, un gros problème, dans plusieurs pitch decks que j'avais reçus et lus. Parfois, vous croyez que votre entreprise, elle coûte déjà, 10 millions de dollars, mais voilà, elle coûte pas autant. Il faut bien, comme je dis, être raisonnable et comment dire, bien présenter ce raisonnement à l'investisseur potentiel pour qu'il soit pas d'accord avec vous à 10%, à 20% et non pas à 500%. Voilà. Parce que si, s'il croit que votre société, elle coûte 5 fois moins que vous dites, ça, il y a un problème. Vaut mieux que ce soit 10, 20, 30%. Pour faire une bonne présentation, c'est aussi sont des règles de base vraiment, ça peut vous pouvez me dire que c'est évident, mais voilà, comme c'est pas toujours respecté, vaut mieux le le répéter. Donc faut que ce soit clair et structuré, faut que ce soit facilement lisible, donc pas d'effort, soit en français ou en anglais, voilà, la facilité de lecture, elle est cruciale. Ça doit répondre, clairement pourquoi votre projet, pourquoi, l'investisseur, il doit s'intéresser déjà à ce sujet, si c'est pas son domaine d'expertise, par exemple.
pourquoi vous êtes l'équipe de rêve pour lui. Pourquoi c'est maintenant le moment, c'est-à-dire, voilà, que le marché est prêt, qu'il y a telle ou telle compétition, qui a eu tel et tel résultat. Donc le succès des autres, ça ne fait pas peur, à l'investisseur. Au contraire, il, voilà, il peut s'intéresser à vous encore davantage pour créer le concurrent à ces autres entreprises qui ont eu du succès. Au lieu d'investir en quelque chose qui coûte déjà beaucoup, il peut préférer d'investir à votre entreprise qui est relativement petite pour le moment. Tout simplement pourquoi? Donc, c'est-à-dire qu'il faut trouver des arguments, euh, des fois un peu psychologiques, pour lui montrer que c'est une opportunité qu'il ne doit pas perdre. Et puis le structurer toutes ces questions d'une manière logique, c'est-à-dire il y a un problème, vous proposez une solution, etc. Donc ça doit être logique, précis, tout à fait direct. Et concernant le montant, j'ai dit que j'ai dit sur le slide précédent que c'est un gros problème vraiment. L'évaluation, elle est très subjective, on est d'accord. Ça dépend de plusieurs choses, ça dépend de la bonne communication, ça dépend de levée de fonds précédentes, mais tout de même, il faut que vous leviez le montant que vous cherchez vraiment, pas trop, parce que ça peut vous coûter trop cher. Pas, et si c'est pas assez, alors vos beaux projets peuvent ne pas aboutir. Donc, c'est pas notre but non plus. Dans le marché, maintenant, en Afrique subsaharienne, heureusement, il y a plusieurs bases de données, il y a plusieurs ressources pour trouver des évaluations des startups qui sont un peu, qui sont en quelque sorte voilà, c'est comment vous vous voyez dans quelques années. Donc, si c'est ça votre exemple à suivre, donc vaut mieux regarder quel était leur résultat, quel était leur levée de fonds, tout simplement. Et puis, ça doit correspondre à vos projections, c'est-à-dire vous avez le business model, ici, dans votre beau fichier Excel, vous mettez un montant que vous demandez en tant qu'investissement. Le business model doit changer d'une manière compatible avec les résultats que vous promettez à l'investisseur. Voilà. Le dernier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, je vois que ça fait presque une heure, on a commencé un peu plus tard. Donc, c'est créer une société pour votre croissance, vous le comprenez bien. Des fois, pour grandir, il vaut mieux créer une structure, en quelque sorte holding, mais en tous les cas, pas dans votre pays d'origine. Euh, Encore une fois, une chose évidente que je suis obligé de dire, la grande partie de pays de l'Afrique de l'Ouest, ce ne sont pas des pays de rêve pour des startups digitaux. Il y a quand même plusieurs problèmes. Il y a les taux d'imposition qui ne sont pas optimaux. Il y a aussi certaines législations qui vous permettent pas d'évoluer assez rapidement. Il y a une certaine instabilité politique dans certains pays. Et donc, il y a aussi l'image de marque. Donc, bien évidemment, des fois, c'est mieux que de garder votre esprit, je ne sais pas, sénégalais, camerounais, etc., et le mettre en avant. Mais quand vous parlez aux investisseurs, vous vous positionnez en tant qu'entreprise qui est enregistrée, immatriculée dans tel ou tel pays qui n'est pas votre pays d'origine. Donc, on peut trouver l'équilibre entre les deux et ça peut être assez efficace. Et donc, concernant des soucis potentiels, j'ai mis juste deux mots, mais ces deux mots peuvent vous coûter pas mal de temps. C'est-à-dire créer ça en distance dans un pays étranger, vous pouvez vous étonner quels peuvent être des problèmes, surtout si vous êtes de nationalité et résident de l'Afrique subsaharienne. J'avais créé quelques sociétés avec des partenaires africains et oui, j'étais étonné moi-même. Donc, il y a parfois, même les notaires de vos pays sont pas, voilà, sont pas acceptés dans le pays de destination. Voilà.
ils peuvent avoir des problèmes vraiment entendus. Et puis l'ouverture de compte bancaire, vous le savez également, sans lien direct avec le pays où vous êtes immatriculé et euh, sans le background check assez conséquent de tout ce que vous avez fait avant et tout ce que vous allez faire avec votre nouvelle société. Voilà, personne ne va vous ouvrir le compte bancaire, surtout s'il s'agit de l'Union européenne et des États-Unis. La toute dernière chose, quel pays choisir pour ça? Vous savez bien que voilà, les solutions à la mode, c'est omniprésent. Vous avez sans doute des amis qui l'ont déjà fait offshore. En Afrique, ça veut dire le plus souvent l'île Maurice, mais il y a plein d'autres aussi. Bien évidemment, il y a un certain raisonnement derrière qui est lié au taux d'imposition. Il y a une certaine anonymité, si vous voulez. Donc, il y a plein de raisons pour ça, vous les connaissez. Il y a la France qui est assez populaire aussi pour gagner le marché européen, qui n'est pas du tout la solution optimum. Honnêtement, après avoir travaillé 7 ans en France, après avoir comparé surtout avec d'autres pays, d'autres systèmes fiscaux, d'autres systèmes juridiques, etc., je trouve que l'idée de Startup Nation, voilà, c'est un peu exagéré. Il y a le Royaume-Uni qui est devenu une histoire à part, surtout après Brexit. Il y a les États-Unis qui, voilà, malheureusement, quasi incontournable pour vraiment gagner le marché américain. Je veux juste mentionner deux alternatives assez peu connues. Je connais très peu, voire aucune entreprise africaine qui a passé par ces deux juridictions, mais qui sont pour moi voilà, des vrais bijoux sur la carte du monde. D'abord, c'est l'Estonie qui, à mon avis, est une solution idéale pour entrer surtout le marché de l'Union européenne. Déjà, vous pouvez tout gérer à distance. Les taux d'imposition sont assez bas. Des charges de sécurité sociale et d'autres pour des employés qui ne sont pas basés en Estonie sont inexistants. Donc, il y a plusieurs opportunités. La Géorgie, vraiment, je connais. Enfin, j'ai même fait quelques recherches. Je crois qu'il n'existe aucune entreprise africaine qui a commencé par s'immatriculer dans ce pays. C'est leur grand défaut qu'ils ne savent pas se vendre, qu'il n'y a pas de bon marketing au niveau national. Par contre, ça peut être une très bonne porte pour tout le marché du Moyen-Orient, de l'Asie centrale, de la Chine. Ils ont des très bonnes relations, plusieurs accords bilatéraux, et donc c'est une juridiction parfaite pour ça. Et encore plus important, il est très accessible donc, au niveau bancaire, parce que même à distance, on peut ouvrir un vrai compte bancaire, non pas dans le système d'argent électronique, dans des très bonnes banques avec un service excellent, comparé même aux banques françaises. Et tout ça, dans les deux pays, en Estonie et en Géorgie, ça peut être fait en une semaine à distance et ça peut vous coûter moins d'1 000 €. Donc, pour moi, c'est les deux vrais bijoux pour ceux qui veulent créer des sociétés holding à l'international. Voilà, donc on peut terminer notre petite intervention ici. Les questions que j'ai essayé d'aborder, c'est de pourquoi faire, à quel moment le faire et comment le faire. Le comment, c'est le plus compliqué. Le comment, cette question, elle va vraiment prendre, enfin, elle peut prendre beaucoup plus de temps que tout le reste. Et enfin, je suis en tous les cas ouvert à vos questions et prêt à discuter d'autres sujets à d'autres occasions. Donc, je vous remercie de votre attention et je suis tout à fait ouvert à toute question. Dites-moi. Merci, Roman, pour cette présentation très claire.
D'accord. Donc, bon, je tiens à préciser d'abord que le support de la présentation sera mis sur LinkedIn et la vidéo partagée sur YouTube. Voilà. Donc, on va très rapidement passer aux questions. Là, la première question, c'est pour une entreprise dans l'agriculture ou bien l'alimentaire en Afrique, quelles sont les étapes concrètes pour exporter vers l'Europe, par exemple? Une belle question. J'ai eu quelques exemples de ce genre de projet. À vrai dire, c'est beaucoup plus compliqué que pour le secteur digital, vous le savez bien. Déjà, il y a la question clé, le problème clé, c'est l'import. Donc, vous avez d'abord à trouver l'entreprise qui va gérer ça. Je suppose que vous ne voulez pas créer cette entreprise vous-même, vous voulez trouver quelqu'un. Donc, c'est vraiment des expositions, des réseaux comme LinkedIn, des introductions par vos amis, par vos collègues qui peuvent marcher le mieux ici. Il n'y a pas de solution miracle, malheureusement. Vous ne pouvez pas faire importer, faire acheter vos produits. Alors, pareil dans le sens inverse, quand un producteur européen qui veut rentrer sur le marché africain. Et puis, je suppose également que des moyens que vous possédez pour le marketing, pour la promotion de vos produits sont également voilà, beaucoup plus limités. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas participer à toutes les expositions agricoles en Europe. Donc, ici, c'est compliqué et ça peut être basé uniquement sur le réseau. Malheureusement, c'est la seule réponse que je peux donner dans ce format-là. D'accord, très clair. Merci. Donc, on enchaîne avec la deuxième question qui dit, quels sont les risques principaux de l'ouverture à l'international selon votre expérience? Les risques, les principaux risques de D'accord, l'ouverture à d'accord, l'international. j'ai bien compris. Il y a une grande risque, ce que vous allez perdre tout ce que vous avez investi en cela. C'est-à-dire que comment gérer cette risque plutôt? Voilà, la question doit être posée de cette manière-là, parce que la risque, oui, vous perdez ce que vous avez investi. Pour bien gérer cette risque, c'est, comme j'ai dit, d'abord l'étude du marché. Ça ne veut pas dire que vous devez acheter plusieurs business plans de dizaines de pages avec plusieurs grands tableaux. Non, c'est plutôt voir comment est-ce que vos compétiteurs directs se portent bien sur le marché déjà. Si ce n'est pas le cas, pourquoi ça ne marche pas? Si personne n'est présent, c'est d'essayer d'évaluer d'une manière ou d'une autre la demande pour votre service ou votre produit. Donc, tout cela, ça peut vous permettre de bien comprendre si c'est une bonne cible ou pas. Et ensuite, la question, c'est comment dépenser. Et pour cela, il faut bien choisir des channels, des chaînes marketing, des chaînes de communication que vous allez utiliser. Voilà. D'accord. Donc, en résumé, tout rentre dans l'étude de marché de fond en comble. La première étape, oui, c'est l'étude du marché. Ensuite, c'est l'étude et des tests de certaines hypothèses pour la promotion, oui, pour la croissance de votre service, pour attirer la clientèle. Et finalement, c'est la bonne gestion, c'est le bon équipe sur place, c'est le bon équipe en tous les cas qui gère votre croissance. De préférence des équipes expérimentées et des équipes qui connaissent bien le marché cible, non seulement votre produit. Voilà. D'accord, merci. La troisième question, elle demande des conseils. Quel conseil donnez-vous à une entreprise qui veut lancer une marketplace de produits made in Africa pour ne pas tomber dans le cercle vicieux de la diaspora, c'est-à-dire pour être ouvert au marché international? Excellente question, merci beaucoup. En fait, je collabore depuis un moment, depuis une année à peu près, avec un accélérateur
de brand de mode de luxury fashion made in Africa avec mes partenaires aux États-Unis et au Ghana. Donc, j'ai vu quelques réponses à cette question dans ce domaine-là et ça peut être appliqué un peu partout. Déjà, il faut que ce positionnement Made in Africa ne soit pas exagéré parce que certainement, parmi la population, par exemple française, qui n'a rien à voir avec des origines africaines, ces produits deviennent de plus en plus populaires via le réseau de leurs amis, de leurs connaissances, de ceux qu'ils voient autour d'eux. Par contre, dans d'autres pays qui, tout simplement, n'avaient pas de colonies en Afrique, ça reste peu connu. Euh, on peut mettre en avant d'autres qualités de ces produits, soit leurs origines bio, leur manière équitable d'être produits, de distribution, etc. Donc, il faut bien réfléchir sur le positionnement marketing et il ne faut pas que Made in Africa soit votre seul atout, tout simplement. D'accord, merci. Lui, il dit bonsoir pour une entreprise de communication digitale. Comment elle doit faire pour être connue à l'international? Excellente question. Vous savez, vendre des services B2B, ça peut être, après l'agriculture, ça peut être la chose la plus compliquée parce que tout simplement, tout est basé sur votre savoir-vendre. C'est la même chose pour des entreprises de communication et de marketing, pour des entreprises de développement de produits digitaux ou autres. C'est-à-dire que vous devriez avoir des références qui sont connues sur ce marché. C'est-à-dire, vous le savez probablement déjà, qu'avoir un contrat avec une multinationale, même si ce contrat vous apporte pas beaucoup, juste pour les mettre sur votre portfolio, parfois ça peut ouvrir beaucoup de portes. Et à l'international, c'est aussi le conseil clé que je peux vous donner, c'est de baser votre image et votre communication sur des projets avec des marques qui sont déjà connues sur ce marché, connues par votre client potentiel. D'accord, merci. Lui, il dit pour une entreprise africaine qui produit des médicaments traditionnels bio, quelles sont nos chances en Europe et l'international en général? Pour une entreprise africaine qui produit des médicaments traditionnels bio. D'accord. Là, oui, vos chances peuvent être évoluées d'abord par une bonne étude de marché, surtout dans quelle catégorie peuvent tomber vos médicaments, dans quelle catégorie, selon la régulation européenne ou américaine ou d'autres, parce qu'ici, il n'y a pas de marché global, c'est vraiment des petits marchés avec leurs régulations. Dans quelle catégorie tombe chacune des composantes de vos produits, de chacun de vos produits. Donc, c'est un travail assez grand, mais qui peut vous permettre des fois, parfois de modifier légèrement ce contenu, ces composantes, ces recettes. Parfois, de positionner vos médicaments différemment, non pas comme médicaments, mais comme des produits alimentaires, par exemple, si c'est permis par des régulations de pays, de pays cibles, etc. Donc, ici, c'est vraiment une question non seulement de marketing, non seulement juridique, mais aussi, en quelque sorte, chimique et technologique. Voilà. Merci, Roman. Alors, la prochaine question, c'est pour les produits tech, comment faire face à la compétition? Aussi, comment s'informer de ce qui se fait à l'international pour les produits tech? Comment s'informer? Je crois que c'est la question la plus simple de toutes. Il y a certaines ressources en français aussi bien qu'en anglais qui parlent beaucoup de produits tech, de startups. Si vous créez même un bon réseau LinkedIn, ça peut vous donner une demi-heure de lecture journalière et vous mettre à jour sur toutes ces questions-là. Et puis, comment se positionner face à la compétition?
Je dirais que, en tant que, enfin, je suppose qu'il s'agit d'une structure relativement petite et locale, évidemment, vous ne pouvez pas rentrer en compétition directe avec des grosses multinationales parce que tout simplement, plusieurs de ces sociétés n'ont pas de but de gagner quoi que ce soit. Ils peuvent brûler l'argent et face à ça, voilà, en bataille directe, vous n'avez pas de chance. Par contre, vous pouvez toujours trouver des niches et c'est dans cela que des grosses structures sont des fois mauvaises. Ils n'ont pas assez de Ces structures, elles n'ont pas assez de rapidité, elles n'ont pas assez de réaction et donc si vous voyez qu'il y a telle ou telle niche, vaut mieux que votre communication soit ciblée, sur cette niche précisément et que vous soyez connu en tant que spécialiste de cette niche et non pas de voilà, conseil en technologie ou je ne sais pas, conseil en fintech même. Quelque chose de plus ciblé, quelque chose de plus précis. D'accord, merci. Alors, l'avant-dernière question, comment faire pour qu'une entreprise africaine de produits infantiles soit bien positionnée à l'international? C'est curieux ça. Difficile à dire, comment dire? Soit bien positionné à l'international, je ne vois pas pourquoi, des produits infantiles, c'est quelque chose de particulier ici. Je crois que des règles, un peu générales s'appliquent, à votre entreprise, aussi bien qu'aux autres. Pour bien, positionner à l'international, faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est cet international dont vous parlez? Donc, parce que, comme j'ai dit, le marché global, le marché international, il n'existe pas. Il y a toujours plusieurs petits marchés, relativement petits. Donc, faut étudier la concurrence, faut voir qu'est-ce qui vous rend différent. Je suis sûr qu'il y a plein de critères, à part le fait que ce sont des produits africains, qui vous rendent différent de la compétition. Et parce que comme j'ai dit, l'international, ça peut être un peu tout, ça peut être aussi d'autres pays africains. Donc, c'est pas vraiment une différence dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il faudra, comme j'ai dit en répondant à une autre question, de mettre en avant d'autres qualités et d'autres particularités de votre produit, euh, voilà, que ses origines. Et je crois que ça peut marcher dans plusieurs cas de figure. D'accord, merci Roman. Et moi, j'ai une question, c'est sur le quand et le comment. C'est-à-dire, est-ce qu'une entreprise doit attendre que tous les clignotants soient ouverts avant de s'internationaliser? Je veux dire par là, est-ce que la bonne santé financière de l'entreprise, est-ce que ça entre, est-ce que c'est un facteur qui entre dans, voilà, dans le D'accord. désir de s'internationaliser? Voilà. Mais aussi sur le comment, c'est-à-dire est-ce que c'est prudent de sauter l'expansion régionale et d'attaquer directement l'international? Ah, à vrai dire, la santé financière, d'entreprise, elle peut impacter, de 2 manières différentes. Elle peut déjà, si cette santé n'est pas idéale, elle peut ne pas permettre aux entreprises de dépenser ses propres ressources à cette expansion et donc l'entreprise sera obligée d'attirer l'investissement externe. Par contre, l'évaluation de cette entreprise sera plus basse parce que ces indicateurs financiers sont pas excellents. Donc, ça l'impacte de 2 manières différentes. Donc, bien évidemment, c'est très important, c'est crucial. Concernant, commencer par l'expansion régionale, ça m'a fait penser d'un client potentiel que j'avais rencontré il y a 2-3 mois. On n'a pas pu commencer à travailler avec eux. C'était un peu bizarre. Vous savez, c'est une entreprise en Europe de l'Est qui est active dans une ville assez grande, qui propose un service digital B2C, mais avec plusieurs partenariats B2B qui sont très importants. Ils m'ont dit qu'ils ont un investisseur qui est prêt à payer beaucoup, vraiment beaucoup,
et qu'ils veulent vraiment grandir dans une grande ville, je ne sais pas quoi, Lagos, Istanbul, Delhi, quelque chose de grand, de plus de 10 millions d'habitants en tous les cas. Non, non, des pays voisins, des grandes villes de ce même pays, ça ne nous intéresse pas. On a besoin de vraiment beaucoup d'argent, de quelque chose de grand. J'ai Et voilà, donc j'ai répondu j'ai répondu: «Non, je peux pas malheureusement, participer dans ce genre d'entreprise, ce genre d'aventure», je dirais, puisque déjà, ils savent pas encore, grandir à petits pas, ils veulent déjà faire un grand pas et puis quand l'entreprise veut vraiment, sauter, veut vraiment, faire cette expansion qui n'est pas linéaire, mais qui est beaucoup plus conséquente. Des fois, je me demande, est-ce que ces fondateurs veulent pas tout simplement détourner une partie de fonds qu'ils veulent lever? Parce qu'à grande échelle, c'est beaucoup plus simple et en même temps, ils auront beaucoup plus d'excuses. Voilà, le marché était trop compliqué, c'était un peu trop grand, on va réessayer avec quelque chose de plus petit. Donc, pour moi, quand je vois des projets de développement pareils, de quelque chose de très, très petit, de cibler et de grandir sur quelque chose de très grand, j'ai beaucoup de doutes et j'ai beaucoup de doutes sur, en quelque sorte, sur la transparence, sur l'intégrité d'organisateurs de cette aventure. Voilà. D'accord, merci, très clair. Donc, Roman, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions de votre temps et de la considération, C'est et moi, surtout de c'est la moi qui vous remercie. générosité. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. C'est vraiment le plaisir, toujours le plaisir de partager des connaissances, même si on n'a pas pu aller en profondeur dans chacun de ces sujets. J'espère que euh, quelques, quelques-uns de ces leçons apprises par mon expérience vous seront utiles. Et en tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou par email. Je suis toujours prête à discuter et à répondre à d'autres questions. Sans doute. Merci, Roman. Merci à vous. Euh, je vous souhaite de passer à tous une très bonne soirée. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.